Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette première, si on veut, de Les Ailes du Québec en ligne sur YouTube. Alors mon premier invité, j'ai choisi le plus grand employeur en aéronautique à Montréal, Bombardier. C'est Monsieur Marc Maslouk, qui est directeur des communications chez Bombardier. Bonjour Marc. Bonjour André, très content de faire partie de cette vidéo inaugurale des ailes du Québec. Je sais que je suis un lecteur quotidien du site ainsi qu'une grande partie de mes collègues chez Bombardier. D'ailleurs, plus de 7000 au Québec. Donc, une grande partie d'entre eux vont même écouter ça une fois que c'est en direct. D'accord. Avant de commencer à parler comme tel du sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était entre autres les finances et le plan de remboursement de la dette de Bombardier. On a une nouvelle qui est sortie jeudi dernier. Vous allez avoir une clinique de vaccination à Ville-Saint-Laurent chez Bombardier. À Dorval, pardon, pas à Ville-Saint-Laurent. Dorval, OK. exact. On peut parler un peu de ça? Tout à fait, mais on est très fiers de participer à la démarche avec le gouvernement pour accélérer les vaccinations. C'est en partenariat avec nos collègues autour de l'aéroport de Dorval, donc Air Canada, et l'aéroport lui-même, donc l'aéroport de Montréal. On a aussi parlé avec Biron pour entreprendre la démarche avec nous. Comme tu le sais, on a beaucoup d'espaces qui sont à réaménager, à Mhm. reconstruire. Donc, on va sûrement s'en reparler plus tard. Mais un de ces hangars aux alentours du centre de finition de Laurent Baudouin va être muté en site de vaccination. Donc, le projet lui-même vise de vacciner 50 000 personnes. Donc, ça, c'est OK. un chiffre qui est énorme, mais ça représente aussi une idée de l'envergure de l'aéronautique au Québec, juste au de l'aéroport de Montréal. C'est 50 000 personnes, oui, il y a des employés, ça compte les familles d'employés, les compagnies aux alentours. Donc, très rapidement, juste en regardant les alentours de l'aéroport, on est capable d'aller chercher un chiffre énorme pour accélérer la campagne de Mhm. vaccination et très content de le faire, premièrement, à nos frais, mais pour nos employés et les familles aussi. Oui, puis ça veut dire que, comme vous êtes avec Air Canada, ça veut dire que les employés d'Air Canada vont venir chez vous. Absolument. Donc le pôle est établi entre ADM, Air Canada et Bombardier. On a décidé de mettre en place deux endroits. Donc, un, ça sera sur l'hangar de Bombardier et l'autre à l'aéroport de Montréal. Comme ça, on peut desservir un peu les personnes des deux côtés des pistes. OK. On peut dire entre guillemets, parce qu'on a un côté nord et un côté sud de l'aéroport, donc question d'accès. Mais Mhm. quand on regarde l'exercice à plus grande envergure, c'est 50 000 personnes qui se font vacciner chez nous. Ouais, Donc, on est très. ouais, belle initiative du gouvernement de confier à des grandes entreprises la vaccination. Puis j'imagine que c'est ça. Vous êtes très content de l'avoir et de pouvoir le faire. Puis il faut rappeler que les gens, les employés n'auront pas de passe-droit pour la vaccination. C'est-à-dire qu'ils devront être éligibles à la vaccination quand ils vont se présenter. Donc, avoir l'âge ou des conditions. Oui. Absolument, c'est très important. C'est pas un exercice de priorisation. On vaccine la population en même temps que les critères gouvernementaux d'éligibilité. Donc, c'est un exercice qui est en parallèle au CIUS et aux autres endroits de vaccination. Ça vise vraiment juste accélérer la capacité. Donc, on se prépare pour être prêt au mois de mai. On aura Mhm. une acceptation au mois de mai, une grande opportunité en juin d'aller chercher beaucoup de monde. Donc, c'est un exercice qui est fait en parallèle et c'est vraiment un pôle de vaccination. D'accord. Revenons à l'aéronautique et à Bombardier, puis, et plus précisément les finances, parce que Bombardier, dans sa présentation aux investisseurs du mois de février dernier, a présenté Oui. son plan de remboursement de la dette. Est-ce que je me trompe? Il y a déjà 750 millions qui ont été remboursés. Donc, on a remboursé, c'est une facilité de crédit OK. APS. Donc, c'était comme essentiellement une ligne de crédit qu'on s'est pris au mois d'août de l'année dernière pour Mhm. traverser la partie la plus difficile de la pandémie. Mais effectivement, ces types de facilités de crédit coûtent cher à maintenir. Donc, avec l'argent qu'on a reçu et qu'on avait en main cette année, on a décidé très rapidement de repayer cette facilité qui valait au total 1 milliard de dollars. OK, d'accord. Maintenant, plus dernièrement, il y a un autre plan de remboursement de 1,2 milliard de dollars qui a été annoncé. Oui, donc ça, on parle
d'une offre de financement. Donc ça, on en commentera un peu plus lors de nos résultats trimestriels le 6 mai. Mais de manière générale, le plan pour rembourser la dette est sur 5 ans. Donc on a élaboré ce plan qui nous amène en 2025. On commence l'année avec environ 3 milliards de flux de trésorerie ou de capital déployable envers la dette pour arriver à un endettement, un ratio d'endettement en 2025 de 3. Donc, le ratio d'endettement, c'est la dette nette sur le EBIT ou le RAI. Et le plan sera exécuté en certaines phases. Donc, la première phase de ça, c'est les 3 prochaines années, c'est d'arriver à une place où on n'arrive pas à des échéanciers de dette, où on est capable de les repayer, ou faire preuve d'ingéniosité et de flexibilité à renégocier ça pour nous mettre la table assez propre quant à notre bilan et nous focusser et mettre de l'emphase sur les opérations et non la gestion de la dette. OK. Si la stratégie, c'est de rembourser les dettes avant qu'elles arrivent à échéance, il y a un avantage à faire ça? Bien, il y a certains avantages à explorer dans le sens de repaiement ou de renégocier. Oui, on a une stratégie pour payer la dette nette, donc réduire la dette au complet, mais en même temps, on doit aussi réfléchir à réduire le coût de la dette pour tenir cette dette. On a commencé l'année aux alentours de 800 millions pour être capable de maintenir cette dette. On veut très rapidement descendre à 550 millions. Donc, tout ça, ça devient un bénéfice à nos flux de trésorerie. C'est de l'argent qui peut être redéployé soigneusement ou sur la dette au complet ou envers nos produits et nos projets. Les intérêts sur la dette chez Bombardier, c'était à peu près avant le début de l'exercice. On parle de grosso modo 800 millions par année? Exactement. Et là, ça va descendre avec le 3 milliards cette année. On veut faire descendre ça de combien, ces intérêts-là? Donc, on vise descendre ça jusqu'à 550 millions. Donc, une réduction de 250 millions. De 250 millions. C'est quand même, au bout du compte, c'est une économie. C'est une économie de 250 millions par année qui va être disponible soit pour rembourser la dette, soit pour d'autres choses éventuellement. C'est exactement ça. OK. Ça marche. Donc et c'est bien ça. Donc, cette année, la dette, d'une manière ou d'une autre, va avoir baissé de 3 milliards de dollars à la fin de l'exercice. C'est l'objectif. Donc, c'est pas coulé dans le béton. On dévoilera plus lors de nos résultats trimestriels, mais l'objectif est de regarder les 3 prochaines années, puis justement, ne pas arriver à des échéances et à restructurer le bilan. Bon, on s'entend que si quelqu'un vous offrait un financement d'1 milliard de dollars à 1%, ça pourrait être une option de prendre ce financement-là et de rembourser de la dette avec ce financement-là. Donc, de garder de la dette, mais qui est gérable ou à des taux intéressants. Exactement. Donc, il y a des stratégies qu'on est en train d'évaluer et il va falloir qu'on fasse preuve d'opportunisme et d'agilité dans tout cela. Mais en grosso modo, le plan, c'est d'arriver à un ratio d'endettement de 3 d'ici 2025 et le plan est assez conservateur de manière générale, mais il compte aussi sur les améliorations de notre performance d'un point de vue opérationnel et de croissance autant de nos produits, de nos services, mais aussi de l'amélioration de notre bilan au complet. Donc, on parle d'arriver à des flux de trésorerie positifs aussitôt qu'en 2022, donc l'année prochaine. OK. Donc, pour arriver au flux de trésorerie positif, il y a le fameux programme de réduction des coûts de 400 millions de dollars qui a été annoncé. Et moi, la question que je vais aborder là-dessus, est-ce que toutes les compressions de personnel qui faisaient partie de ce 400 millions-là ont été annoncées ou à tout le moins identifiées ou il y en a d'autres à venir? Elles ont été annoncées, tout simplement. Donc dans ce programme de réduction de coûts, il y a vraiment des grands facteurs. Donc, le personnel, donc ce qu'on appelle le overhead, la main-d'œuvre, comporte environ 150 millions de ce plan, de 400 millions. 125 millions, c'est des coûts indirects, donc vraiment tout ce qui rentre dans la production d'avions et d'autres coûts, comme par exemple le bureau corporatif au centre-ville qui essentiellement n'existe plus, qui a été rapatrié à Dorval. Pour vous donner un exemple.
et la présence manufacturière, donc les usines qui seront optimisées. Donc, ça nous apporte environ 325 millions de dollars. Donc, et sur le 400, sur les quelques prochaines années, on a 75 millions d'exercices et de recherches en cours pour aller combler, pour arriver aux 400. Donc, le plan est déjà en bonne voie. En ce qui concerne les employés eux-mêmes, on a annoncé les décisions difficiles quant à la main-d'œuvre. Mais je peux confirmer qu'à date d'aujourd'hui, une grande majorité de ça est derrière nous, même en ce qui concerne informer les personnes impactées. OK. On voulait le plus rapidement possible être capable d'informer les personnes qui auront prendre des démarches pour ou être mutés à l'intérieur de la compagnie dans des opportunités ou suivre un processus de redéploiement quelque part dans l'aéronautique au Québec ou aux États-Unis. Il nous reste bien sûr quelques démarches à prendre avec les programmes qui finissent où les personnes seront communiquées leur date de départ ultérieurement, notamment sur le Learjet 75 Liberty, mais c'est largement derrière nous. OK. C'est largement... Puis, évidemment, Bombardier ne contrôle pas la pandémie. Il y a toujours la condition que la situation économique ne se détériore pas plus. Ça, je pense que toutes les compagnies ont, par les temps qui courent, ont ce genre d'avertissement. Ça demeure chez Bombardier aussi. Vous n'êtes pas maître de la pandémie et du destin non plus. C'est vrai qu'il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas, mais le plan lui-même, dont le 400 millions de réduction fait partie, est assez conservateur. Donc, on ne mise pas sur une relance très grande de l'industrie. Okay. On est conservateur dans le plan lui-même, dans nos cadences de production. Okay. Et on demeurera conservateur pour un bout. Donc le plan qu'on a mis devant les investisseurs et maintenant nos employés sous-entend qu'il y aura des cadences de production, des démarches très conservatrices. Et le plan de réduction de 400 millions, est-ce que ça comprend la réorganisation de ce qui se fait à l'usine 1, le plan 1, donc, que tout le monde appelle habituellement chez Bombardier? Est-ce que ça, c'est inclus dans le 400 millions? Oui, absolument. Donc, ça fait partie du volet présence manufacturière. Il y a plus d'établissements qui sont concernés que juste le plan 1. Le plan 1, c'est un gros exemple. C'est un exemple phare, je dirais, parce que c'est une usine qui a une valeur historique pour l'aéronautique au Québec. Et ça, on s'entend que c'est une grande valeur historique, mais aussi d'un point de vue capacité et ce que les employés là sont capables de faire et de produire. Saint-Laurent demeurera un pôle d'aérostructure pour Bombardier. Donc, je dirais que moi, de mon côté, j'entends beaucoup que Bombardier a vendu ses capacités d'aérostructure, mais on a vendu vraiment... On a divesti les usines de Belfast, mais on a gardé des compétences en aérostructure qui sont nécessaires pour un avionneur ces temps-ci, surtout dans une économie incertaine, et de garder la qualité de la main-d'œuvre qu'on a, très importante. Donc maintenant, on parle vraiment d'un exercice qui va densifier l'usine, donc elle va être plus occupée sur une plus petite superficie. OK. Maintenant, puisqu'on est dans les coûts d'opération, d'ici la fin de 2023, si ma mémoire est bonne, Bombardier va devoir déménager l'assemblage du Global de Downsview à le Pearson. Exact. Quelle est l'incidence des coûts dans ça, de ce déménagement? Est-ce que ça va coûter de l'argent? Est-ce qu'il va falloir sortir? Comment ça va fonctionner? Donc, les coûts de transfert du programme vont être capturés dans notre utilisation de ce qu'on appelle le CAPEX, donc les coûts de business. Ceci dit, ça fait partie des gains et l'optimisation qu'on va faire sur le programme, parce que maintenant, pour ceux qui connaissent bien le site de Downsview, c'est grand, c'est vieux. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures à maintenir, beaucoup de réparations, d'entretien qui rentrent dans la bâtisse. Avoir un bâtiment qui va être conçu pour le global, à la bonne taille, avec les outils les plus récents, l'infrastructure en termes de chauffage, électrification. Isolement des bâtiments. Ouais, ça va apporter un bénéfice en productivité, mais aussi en coût d'installation. OK. Donc, ça va être un positif sur le plan. Est-ce que je sais que à l'heure actuelle, les deux lignes du Global à Downsview,
le Global, les 5000, 6000, 5500, 6500 peuvent être aussi assemblés sur la même ligne que le 7700. C'est en parallèle. Est-ce que ça va être, il faut s'attendre à la même polyvalence une fois rendu à Pearson? Donc, on regarde les processus, mais le Global 7500 sera sur une ligne. Le Global 6500 et 5500 seront sur une autre ligne. OK. C'est possible qu'on ait des changements, qu'on réévalue ça, mais le modèle de production est bâti autour de l'avion. Ceci dit, je peux aussi rajouter que les bénéfices qu'on aura en réduction de prix et de main-d'œuvre et de coût de l'unité du Global 7500 sont l'autre pilier stratégique de Bombardier. Donc la réduction du coût par avion et donc le progrès dans la courbe d'apprentissage est aussi partie du plan qui est bien entamé. D'ailleurs, on vient juste de livrer le 50e avion. Oui. Et pour livrer un plan prévisible, vous comprenez qu'on touche déjà le 100e avion. Donc, il y a déjà des composants du 100e avion qui sont dans notre réseau, donc petit primeur, du Québec. Donc, ces coûts, on les vaut. Okay. Traverser le système de production et on est en plein contrôle. Donc, on est capable d'aller réagir là où il le faut pour accélérer la courbe. Il y a des places où on voit la courbe progresser très bien, mais conclusion, on est en contrôle de cette courbe d'apprentissage, et ce qui rend le plan très prévisible. Donc, c'est ça, vous avez une certaine prévisibilité là, dans la courbe d'apprentissage. Vous savez à peu près où vous en êtes avec les premières pièces du 100e, vous avez vu la progression, donc vous êtes capable de bâtir un modèle théorique. Ouais, OK, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une date de fixer ou un échéancier fixé pour le déménagement ou c'est encore à déterminer la production? C'est encore à déterminer. Ça dépendra beaucoup de la préparation du site. Okay. Il y a encore quelques discussions entre, mais on reviendra avec la date précise. OK, ça marche. Excellent. On va en parler service après-vente. Parce que Bombardier a beaucoup étendu son service après-vente dans les 3 dernières années. Il y a des gens qui, à un moment donné, j'ai vu des questions passer, les gens avaient l'impression que ça venait de commencer. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que Bombardier développe son service après-vente. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est une composante importante des revenus puis de la rentabilité de Bombardier à venir. Comment Bombardier a calculé cette rentabilité-là? C'est pas un chiffre qu'ils ont pigé dans un chapeau, j'espère, mais comment ça a été calculé? En fait, c'est une chose que je peux dire sur le réseau de services après-vente, c'est peut-être le cachet de chez Bombardier. Pas pour les clients, parce qu'ils nous connaissent bien, ils viennent pour leur service chez nous, mais l'histoire de la croissance de cette unité est phénoménale. Les quelques dernières années. L'unité a réussi à décrocher un chiffre d'affaires à plus d'1 milliard de dollars en 2019 à elle seule. Donc, considérer le nombre de compagnies au Québec ou à Montréal qui ont un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, c'est la division elle-même qui est capable de générer ses revenus à un profil de rentabilité très intéressant. Donc, les quelques dernières années, la stratégie de cette unité d'affaires, c'était vraiment de ce à travers le monde, en anglais, on dit « bring your jets home ». Donc, rapporter les avions chez nous. Donc, les avions de Bombardier chez nous. Chez nous, ça veut dire dans un de nos centres de service. Ce faisant, on est capable d'aller chercher ce qu'on appelle des maintenance packages, donc la maintenance de l'avion, complexe, que ce soit refaire une avionique, faire un C-check, quelque chose de plus complexe, mais aussi on est capable de revendre des pièces. Donc, la maintenance, on vend des pièces. Donc, il y a un bénéfice à faire, à travailler nos propres avions, plus que juste vendre des pièces, que l'on fait aussi à travers le monde avec des gros hubs répartis. Mais la stratégie de croissance dicte qu'il faut qu'on touche nos avions plus quotidiennement et en plus grande quantité. Donc, on va agrandir cette business. En même temps, pour y arriver, c'est vrai que ce n'est pas un chiffre qui est important. On est en train d'entreprendre des gros projets d'infrastructure à travers le monde pour élargir notre capacité. Donc là, quotidiennement, les services roulent à quasiment 90% de capacité du jour au lendemain. Et c'est important parce que le plus qu'une usine ou un centre de service roule à capacité, le plus que c'est rentable, le plus qu'on a des gains d'efficacité. Donc, pour entreprendre l'exercice de réflexion de est-ce qu'on élargit un centre, il faut s'assurer que la base
de clients est là, que la flotte est là. Donc nous regardons des endroits stratégiques dans le monde, Singapour, par exemple, Londres et maintenant Berlin, et quelques centres aux États-Unis pour pas seulement élargir petit à petit. C'est vraiment un projet, par exemple, à Singapour, qui va quadrupler la superficie du centre. Donc, on a un bâtiment qu'on a construit, qu'on a ouvert, et on est en tract de quasiment rajouter 3 bâtisses équivalentes à la bâtisse d'origine. C'est un projet immense. Mais les clients apprécient que Bombardier soit près d'eux, soit accessible, connaissent les réglementations, connaissent les enjeux locaux en termes de transport d'avion. Nos équipes sont sur place, mais c'est géré par un réseau central de Montréal. Donc, le centre de réponse à la clientèle, donc quand il y a un pépin avec l'avion, pour le dire très couramment, l'appel vient à Montréal. Parce que si Bombardier ne fait pas ces investissements-là, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire et qui va faire le chiffre d'affaires et qui éventuellement va faire le profit sur l'entretien des avions. Donc, quand Bombardier investit à Singapour, elle ne crée pas nécessairement des emplois à Singapour. Elle prend des emplois qui auraient été faits dans d'autres, ce qu'on appelle des MRO pour parler français. Donc, elle prend des emplois qui auraient été créés, elle les crée elle-même, puis ça permet à ce moment-là d'aller chercher la plus-value sur l'entretien. Puis j'imagine qu'il y a du monde à Montréal aussi qui sont impactés par le plus grand nombre de services à l'extérieur. Ben oui, absolument, parce que à l'extérieur de Montréal, c'est le service, on touche l'avion. À Montréal, c'est vraiment le central de réflexion et de, je dirais, c'est le cerveau du réseau de services. Donc, on a les ingénieurs, les techniciens qui sont là, qui bâtissent les programmes, les publications techniques, mais aussi c'est notre centre d'excellence quand on parle de bâtir des programmes de services. Donc, c'est la maintenance qu'on fait. On vend des pièces, mais ce qui est très puissant, c'est qu'on vend des programmes de rechange de pièces. Et ça, c'est Bombardier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Bombardier qui a été le pionnier dans ce qu'on appelle les programmes à l'heure, donc Power by the Hour, dans l'industrie. Donc, il y a plus de 1000 clients à date d'aujourd'hui, plus de 1000, nous payent une mensualité pour avoir accès à d'échanges de pièces. Donc ça, en termes de profil de revenus, on sait très bien où on commence l'année. On a plus de 1000 clients qui vont nous payer une mensualité pour avoir accès à des pièces. Et donc, c'est une façon très intéressante de rendre le portfolio très prévisible en termes des revenus d'après-vente pour aller chercher les gros événements de maintenance sur les avions, qu'on connaît très bien. Donc, ouais, ça, c'est intéressant, c'est l'aspect du 1000 clients. Donc, effectivement, chaque mois, on sait combien ça va rapporter. On sait quand est-ce que les contrats viennent à échéance, quand est-ce que le temps. Donc, ça, c'est un élément très prévisible. Ça évite justement d'avoir à se trouver à courir après les clients et essayer de vendre du service à la pièce, finalement. C'est ça. Et en plus de ça, la numérisation de ces services nous mettra en position encore plus forte parce que on a tout fait pour optimiser les centres de services et le réseau qu'on avait déjà. On a même pris des démarches pour ouvrir des centres satellites, donc ce qu'on appelle des centres de maintenance de ligne, dans d'autres villes où on n'avait pas les grands centres de maintenance. Ce que ça permet, c'est qu'un client qui a juste besoin de faire changer son huile, mettre à jour un logiciel, il est capable d'aller à un plus petit centre et les gros centres restent pour les gros instances de maintenance. Par exemple, un Challenger 604 qui veut se faire poser une nouvelle avionique. Donc ça, c'est un travail, il faut défaire l'avion. Il y a beaucoup qui rentrent dans l'avion, beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de pièces. Donc, encore une fois, on a des personnes qui travaillent sur l'avion, on vend des pièces, c'est gagnant pour les clients parce qu'ils apportent leur avion à une place et non pas à 4-5 places. Donc, c'est gagnant. Donc, construire et élargir ce réseau, c'est gagnant pour Bombardier. Ça va créer des jobs autant dans les villes où on opère les centres de services que des jobs à Montréal pour la centrale de nos services qui doit optimiser, doit numériser et doit évoluer l'offre de services. Donc, les services qu'on offre sont destinés à Montréal. OK, c'est excellent ça. Maintenant, ça touche pas mal les choses que je voulais parler sur ce qui a été fait à la réunion des investisseurs. Maintenant, je vais aller un petit peu plus le marché de l'aviation d'affaires. Comment il se porte en ce moment? Les nouvelles tendances. Entre autres choses, on a vu VistaJet qui a confirmé une commande de 10 Challenger 350 de plus. C'est une bonne nouvelle. Mais ce qu'on constate, c'est que
les gens il y a beaucoup l'évolution dans le marché. On voit que maintenant, l'avion est beaucoup plus utilisé les fins de semaine que la semaine. Donc, il y a une nouvelle clientèle qui arrive. Est-ce que vous commencez à voir ça aussi dans le comportement des clients, des changements? Tout à fait. Donc, il y a quelques facteurs qu'on prend en considération qui sont importants pour essayer d'évaluer où l'industrie s'en va. Donc, les heures de vol, ça, c'est un critère primordial pour évaluer l'industrie. Les heures de vol ont quasiment revenu à certains points jusqu'à 90% de la norme pré-COVID. C'est important parce qu'ils sont revenus en termes de quantité de vol sans que les frontières internationales soient ouvertes. Donc, il y a encore des voyageurs d'affaires qui n'ont pas retourné à la norme. Donc, il y a une nouvelle vague de clients, que ce soit balnéaires ou autres, qui utilisent les avions d'affaires de plus en plus. Donc, on regarde de très près hein, les voyages d'affaires qui sont internationaux vont reprendre, bien sûr, le trafic intra-États-Unis, qui est un des plus grands marchés, reprend très bien, en plus d'avoir cette nouvelle vague de clients. Et donc, nous, on regarde ça en étant en très bonne position parce que les premières personnes, les premières compagnies à recevoir cette demande vont être celles qui vendent du charter, des cartes ou des services avant d'aller à un avion au complet. Donc, les VistaJet, comme tu l'as mentionné, les NetJets, les FlexJet du monde, on est un fournisseur d'avions à ces trois grands joueurs. C'est les trois plus grands joueurs et on les dessert tous. Donc, on est très content de l'activité qui a été soulignée par la commande de VistaJet en décembre 2020. Donc, on est très content de les avoir dévoilés très récemment, mais c'était une des plus grandes commandes de jet d'affaires. Donc, c'est un bénéfice énorme d'avoir déjà des liens avec ces trois compagnies qui vont desservir une grande majorité de la nouvelle clientèle qui va venir à l'industrie et qui est venue d'ailleurs à l'industrie, mais ensuite voir comment ça va s'évaluer. Est-ce que cette clientèle restera dans les jets d'affaires une fois que le trafic revient complètement, le trafic normal, entre guillemets, mais en même temps, on voit beaucoup la demande structurée comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, la clientèle que l'aviation d'affaires a ramassée pendant la pandémie, c'est un peu, par exemple, si je regarde British Airways ou Air France, ils ont encore la classe, la première classe entre New York et Paris et New York et Londres. Et on parle de billets d'avion qui se vendaient 12 000 avant la pandémie. Ça, c'était peut-être une clientèle là, qui était tout près d'aller vers l'aviation d'affaires et qui, pendant la pandémie, a dit maintenant, c'est ce service-là que je veux. Évidemment, là, les gens voyagent à l'intérieur des pays, mais éventuellement, ils vont reprendre le voyage international. Donc, ce serait possiblement cette clientèle-là qui serait la nouvelle clientèle. Et même avant la pandémie, on savait très bien que la proportion de personnes qui pouvaient se payer un vol en jet d'affaires ne le faisait pas. Il y avait une grande proportion de personnes qui pouvaient le faire qui ne le faisaient pas. Donc, il manquait un élément déclencheur, que ce soit personnel pour cette personne-là ou économique ou d'infrastructure. Donc là, la crise, bien évidemment, a été un élément déclencheur pour réfléchir à des modes alternatifs de transport, dont l'aviation d'affaires. Et c'est une clientèle que l'industrie en tant que telle désire à retenir une fois que le premier vol a été effectué. Ouais, là, à ce moment-là, mais je sais qu'on parle... Normalement, le taux de rétention est très bon dans l'industrie d'affaires. Une fois qu'on a fait le mouvement vers le haut, c'est difficile de retourner par en arrière. C'est comme un passager qui est habitué à la classe économique puis qui est rendu à la classe affaires. Il n'y a pas beaucoup envie de retourner à la classe économique. Hein? C'est pas... Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec les avions Challenger. Donc, traditionnellement, l'entrée dans le monde des jets d'affaires était dans les avions légers, donc la classe Learjet. Avec les compagnies qui offraient des services comme un VistaJet ou NetJets, généralement, le premier avion que quelqu'un touchait, c'était un Challenger 350. Donc, une fois qu'il se rendait à pouvoir acheter un avion pour la première fois, il magasine la famille Challenger en premier. Donc, cette notion de grimper dans les échelons de petit à moyen à large commence à repenser à revue. Et de même, on a vu des clients qui sont venus nous voir même avant la pandémie pour acheter un Global comme leur premier avion. Ah oui? C'est énorme pour nous dans le sens que nous savons que la majorité du revenu dans le marché des avions d'affaires demeurera dans
les catégories des Challenger et des Global. OK. Ça représente la majorité des revenus et de loin pour l'industrie. Puisqu'on parle de Global, en ce moment, le 7500, avec qu'on pourrait appeler aussi le 7500, si on voulait, parce que 700, pardon, avec la distance franchissable. Donc, est pas mal on parle évidemment d'avions d'affaires conçus pour l'affaire, on parle pas d'avions de ligne modifiés, mais on parle vraiment d'avions d'affaires. Est au sommet là, de la pyramide en ce moment. La compétition réagit, et c'est toujours bien quand on est dans un marché de faire réagir la compétition, ça c'est la position de commande. Maintenant, quand on va dans la distance franchissable plus élevée, vers le 8500 milles nautiques, 9000 milles nautiques, personnellement, j'ai l'impression que le marché rapetisse rapidement quand on monte là, à 8500 milles nautiques. Est-ce que c'est possible que le 7500 soit possiblement dans le haut de la gamme très longtemps? On parle toujours d'avions d'affaires. Puis que si les gens veulent aller dans le 8500, 9500 milles nautiques, ils vont plutôt opter pour un avion de ligne modifié parce qu'ils veulent avoir plus d'espace à ce moment-là. Est-ce que ça serait logique de penser ça? Mais dans le fond, après, on a vu la tendance évoluer une fois qu'on a annoncé que le 7500 allait traverser 7700 milles marins. Donc, quand il a été conçu, il était à 7400 milles marins. Mais en rajoutant ce 300 milles marins, il y a très peu de ce qu'on appelle des paires de villes qui sont intéressants en termes de mission de quotidienne d'aviation d'affaires que ce 7700 milles marins ne couvre pas. Donc, pour aller plus loin, effectivement, ça sera une niche possiblement très petite. Donc, avec le 7500, c'est sûr que maintenant, on le positionne, oui, il est absolument en haut de la pyramide, mais c'est vraiment un avion sans compromis. OK. En achetant un 7700, la majorité de la clientèle, la grande majorité, et plus que même la grande majorité, sont capables de voler sans escale partout où ils doivent. OK, donc c'est ça. Et ça m'amène à... Je veux juste amener... Là, je vais sortir... je vais remercier le directeur des communications. Je vais m'adresser à l'AvGeek. Le marché des avions... Bombardier n'a pas touché les avions supersoniques ou les jets supersoniques. Et moi, je pense que ce marché-là n'a pas ou peu d'avenir. On s'entend que c'est déjà un petit marché. Et avec la tendance environnementale, les mesures environnementales, on s'entend que l'AvGeek est content de voir que Bombardier n'a pas choisi d'aller dans ce marché-là. Je dirais que l'AvGeek vous dirait très, très sincèrement qu'avoir une conversation autour du supersonique dans l'aviation est intéressant parce que ça fait rêver le monde. OK. De pousser ces barrières. Mais en même temps, le 7500 pousse ces barrières. Il vole à Mach 9.25. On est à 92,5% de la vitesse du son. OK. Pour revenir à peut-être un argument plus économique sur le supersonique, ça devient vraiment une décision que la clientèle va devoir entreprendre. Est-ce que je veux voler très vite à une distance franchissable inférieure à celle du 7500 dans la cabine qui est la taille d'un Challenger 350? Donc, il y a un compromis. Il y a toujours un compromis. Okay. Donc, pour la pièce, on va compromettre la distance franchissable, on va compromettre la taille de la cabine, on va compromettre le coût d'acquisition et les coûts d'opération de l'avion. Donc, ça s'avère un marché très niche, très déniché. Donc, à des avions qui vont coûter plus de 100 millions de dollars versus un 7500 qui coûte 75 millions, mais qui est capable de voler partout dans le monde. Puis, honnêtement, AvGeek ou directeur de communication ou éditeur des ailes du Québec, une fois que tu es dans le 7500, c'est comme être chez soi. Donc, une demi-heure de plus, 2 heures de plus. Ouais. Effectivement, si on a le bureau fonctionnel, si on peut travailler dedans, ça règle une partie du problème. Et de toute façon, je pense que si on regarde du côté parce que pour un avion supersonique, le marché transatlantique est important, théoriquement. Et avec ce qui se passe au niveau réglementation, tendance environnementale en Europe, moi, je vois pas... C'est drôle, je vois pas la possibilité... je vois plutôt des règles très contraignantes pour les avions supersoniques si c'est pas une interdiction pure et simple sans venir. Mais... nous regardons beaucoup de technologies, mais en fin de compte, on doit se concentrer sur les marchés d'avions qui seront rentables pour Bombardier, qui sont intéressants pour qu'on compétitionne et qui mettent en valeur
nos compétences principales. Et à date d'aujourd'hui, oui, beaucoup d'avions sont motorisés par les mêmes personnes, ont les mêmes systèmes avioniques, mais beaucoup démarquent sur le marché par la main-d'œuvre et la qualité des intérieurs qui sont fabriqués ici à Montréal. Okay. Ça, à travers le monde, c'est notre élément qui nous sépare des compétiteurs. Donc, les innovations comme le fauteuil nuage, tout ce qu'on fait dans les cabines du Global 7500, c'est vraiment le point de différenciation. OK, ça c'est intéressant. Puis de toute façon, ce qui s'en vient dans l'aviation d'affaires, c'est l'utilisation des carburants durables. Je pense qu'il faut... Et l'aviation d'affaires, comme le reste de l'industrie aéronautique, doit s'orienter vers le développement durable. Donc, c'est ce qui s'en vient. Et il y a M. Trappier, donc le président d'un compétiteur, qui avait dit on a la possibilité dans l'aviation d'affaires d'aller 100% avec des carburants durables parce que nos volumes sont beaucoup plus petits. Il y a les infrastructures, c'est gérable, il y a moyen de le faire. Donc ça s'en vient. Ça, vous voyez que d'ici 4-5 ans, les réservoirs de carburants durables, ça va être quelque chose qui va s'installer? C'est quelque chose qu'il faut qu'il y ait. Dans le fond, en tant qu'industrie, on n'a quasiment pas le choix de le faire. Parce que pour réussir à atteindre les objectifs en diminution de dioxyde de carbone, en émissions, on doit utiliser le carburant durable. Parce que, oui, il y aura des technologies dans les prochaines décennies qui vont venir, qui vont être plus vertes. On entend beaucoup parler de technologies hybrides, électriques, d'hydrogène. C'est très bien. Encore une fois, c'est excellent que l'industrie se met à rêver, à penser et se mette sur la bonne voie. Mais on a quand même juste Bombardier à nous seuls. On a 5000 avions en service. Ces 5000 avions brûlent du carburant. Qu'un avion à hydrogène sort dans 20-30 ans, les Challenger, les Globales qui sont livrés aujourd'hui, c'est très réaliste, qui sont encore en service pour les 30-40 prochaines années. J'ai des Challenger 600 à 40 ans et plus qui sont en service aujourd'hui. Donc, ça donne une impression de la durabilité, la fiabilité du produit. Mais en même temps, le carburant alternatif, puisqu'il est certifié au même standard que le carburant classique, ça marche. Et les nouveaux avions que les anciens avions. Il faut absolument renforcer la demande pour ces carburants. Il y a beaucoup de fournisseurs qui travaillent très fortement pour le déployer, parce que le transport de carburant aussi contribue à la diminution nette d'émissions de dioxyde de carbone. Si on transporte le carburant moins pour aller à l'avion, ça engendre encore plus de bénéfices. Donc, l'élément clé, c'est si le SAF, donc le carburant durable, ne peut pas être déployé dans tous les aéroports, qu'au moins tous les opérateurs commencent à participer à ce qu'on appelle de souche dans l'industrie un book and claim. Donc, acheter le carburant pour qu'il soit déployé à l'aéroport où il est stocké, mais de ne pas mettre dans son propre avion, mais d'avoir le bénéfice autant économique que de l'environnement. OK. Donc c'est intéressant, ça s'en vient. Finalement, quand on parle de tendance de marché, cette année, NBAA, au mois d'octobre, ça risque d'être la première foire commerciale de l'aéronautique depuis le début de la pandémie, et ça s'annonce pour ça. J'imagine que si c'est possible, vous avez l'intention d'y être. On y réfléchit encore. C'est sûr que les événements, ces 2 dernières années, ou la dernière année et un peu, il fallait redessiner un peu la stratégie. Oui, on considère se présenter dans tous les salons. C'est des décisions qu'on prend plus près du salon lui-même, mais en même temps, il faut aussi voir où on en est avec la pandémie, avec les restrictions aux frontières, les quarantaines, etc. Donc, on n'est pas tout à fait sorti de la pandémie. Au contraire, on commence une 3e vague ici même au Québec. Donc, on doit soigneusement prendre ce type de décision encore. Mais ça nous a suscité à réfléchir à des initiatives de marketing différentes. Donc, on a beaucoup misé sur les événements virtuels, même des tournées d'avions virtuelles. Tu m'avais même fait part un jour qu'on avait des avions globaux stationnés à l'aéroport de Saint-Hubert. Et ça a été bien sûr hors norme pour l'aéroport de Saint-Hubert, mais c'était la meilleure place pour les stationner pour 2-3 jours, pour permettre à l'équipe de marketing de justement inviter des clients à faire des visites personnalisées, mais virtuelles. Donc, ça a été quelque chose qui était très intéressant et en haute demande pendant les grosses quarantaines. C'est sûr que dans certaines régions, maintenant, tout ce qui est événementiel, rencontres, ça se rouvre.
C'est pour ça que avoir une équipe de vente qui est déployée et décentralisée est très important pour nous parce qu'il faut être près du client. OK, oui. Les ventes, mais c'est toujours qu'on veut très bien. Et on dira ce qu'on voudra, mais vendre un Global 7500 entièrement en virtuel, peut-être mieux un petit vol de démonstration aussi, ça demeure, le vol de démonstration demeure un outil important pour clore la vente. Peu importe pandémie ou pas, une démonstration d'avion, c'est un des outils de vente les plus efficaces. Ouais, c'est comme dans l'automobile aussi, hein. La première chose qu'ils font, les vendeurs, on va faire un road test. Non, regarde, je veux pas l'essayer, je vais en parler de ta voiture. Moi, c'est ce que je fais avec eux. Mais enfin, c'est ça. OK, donc ça, il y a des choses traditionnelles. Parce que, curieusement, moi, je m'attends, si effectivement NBAA a lieu cette année, que c'est effectivement le premier salon de l'aéronautique depuis longtemps, moi, je serais pas surpris qu'on ait une petite frénésie de commandes rendue au mois d'octobre. Parce que si NBA a lieu, ça veut dire qu'on est maintenant sorti de la pandémie, elle est derrière nous. Je pense que les grands opérateurs, là, on parle évidemment NetJet, FlexJet et VistaJet, entre autres, oui, ils veulent commander, mais comme tout le monde, ils veulent avoir l'assurance d'être sortis de la pandémie avant de se commettre, de prendre des engagements financiers. Donc, moi, je m'attends. En octobre, moi, je pense que ça va être un bon NBA pour tout le monde, d'ailleurs. Pas juste pour Bombardier, mais probablement tout le monde. Toujours difficile de prédire. de jubiler des commandes à des salons. C'est une commande d'avion. Des fois, ça prend 1 an et demi à négocier avec un client. Donc, c'est certainement de ce type de théorie. On l'aimerait bien. C'est bon pour l'industrie. Ça donnera du momentum. Mais en tant que constructeur, on se doit d'être avant les vagues et d'être directement avec les clients. Donc, les clients, on en parle quotidiennement, aujourd'hui, demain, hier, les conversations continuent et ça se fait localement. Donc, on utilise notre équipe centralisée partout dans le monde. Et si je ne me trompe pas aussi, en tant que compagnie canadienne, Bombardier a l'obligation, lorsqu'elle signe une commande significative, de la dévoiler dans les 24 heures suivant la signature de la commande. Elle ne peut pas mettre des commandes dans sa vous pouvez pas mettre des commandes dans la sacoche puis arriver au salon pour en sortir 10 du coup. Si elles ont été signées il y a un mois, c'est pas légal au Canada. Absolument. On a des protocoles très clairs pour le dévoilement des commandes à un certain niveau. Donc, des commandes, un avion, 2 avions, c'est sûr qu'on doit garder la confidentialité de nos clients. Ça fait partie des contrats qu'on les accorde. Mais même une plus grande commande, comme a été le cas en décembre d'ailleurs, où stratégiquement, le client n'était pas prêt à dévoiler leur stratégie de flotte, mais nous, en tant que compagnie publique, avions la nécessité, l'obligation de dévoiler la commande. Donc, ça a été fait dans les temps appropriés. Bon, ben moi, ça complète pas mal les sujets que je voulais toucher aujourd'hui. Prochain résultat financier chez Bombardier, c'est quelle date? C'est le 6 mai. Donc, ça tombe aussi avec notre assemblée annuelle qui sera virtuelle. Donc, journée où on aura un topo sur le plan qu'on a présenté au mois de mars et sur les perspectives de cette année. Ben, Marc Maslouk, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça a été très apprécié. En espérant qu'il y en aura d'autres dans le futur. Et à la prochaine. Oui, la prochaine fois, j'espère que ça soit en personne sur nos lieux et on peut regarder un avion ensemble. Et moi donc. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.